on va basculer tout à fait dans un autre univers scientifique et plutôt un univers qui est un univers sociologique. Je vais principalement m'appuyer sur les travaux de l'équipe à laquelle j'appartiens, qui est une équipe aussi qui est à l'ISM, dans le cadre, la même équipe, contexte, motivation, comportement, mais qui a plutôt une approche sociologique des problèmes. Donc tout ce que je vous dis provient de travaux qu'on a menés ensemble, des travaux auxquels j'associe ici publiquement Jean Griffet, Maxime Luigi et Colin Gatouya, qui ont tous contribué aux différentes données que je vais vous présenter et qui généralement sont des données qui ont été publiées dans des revues. Je vais intervenir suivant 3 registres. Tout d'abord l'engagement sportif et vous montrer que c'est une réalité multiple. Ensuite, je vais vous parler de l'engagement sportif des jeunes et montrer que c'est une dynamique vertueuse qui est fragile. Elle est énormément fragilisée aujourd'hui. Et ensuite, on ira vers des ambitions éducatives avec un petit slogan qui est, de mon point de vue, qu'il est nécessaire aujourd'hui de resportiviser la discipline. Mais vous verrez ce que j'entends par resportiviser la discipline. Donc sur l'engagement sportif, une réalité multiple. Donc pour faire simple, il y a plusieurs univers de l'engagement. Il y a un univers public qui est fait bien évidemment de l'école et qui est fait également des clubs. C'est l'univers public qui est d'ailleurs fortement financé en France par l'État. Puis il y a un autre univers, c'est un univers privé avec un espace confidentiel, avec des espaces qui sont plutôt aménagés et puis avec des manifestations organisées. 3 registres d'espaces dans lesquels se déroule l'activité privée des sportifs. Alors on va donner un peu de consistance à tout ça, mais rappelez quand même que dans l'espace public, l'engagement est induit, il est induit, fortement induit. À l'école, bien évidemment, il est induit par les exigences programmatiques. Vous savez tous qu'on parle de compétences à travailler, de compétences recherchées, de compétences visées. Elles induisent la nature de l'engagement. Et puis au club, bien évidemment, cet engagement, il est induit par la compétition, qui permet à chacun d'exister dans le cadre de la confrontation avec l'autre. D'ailleurs, Laurence a une très belle définition, il appelle ça la radicale spécificité du sport. Et je trouve qu'elle est sympathique, cette image. Dans le privé, l'engagement qui est recherché est de nature tout à fait différente. Alors dans l'espace confidentiel, je m'appuierai sur mes travaux sur le foot de rue, l'affrontement avec l'autre, et en l'occurrence ici le duel, permet à chacun d'exister dans le cadre d'une communauté ludique. Donc à la fois j'existe et à la fois je donne de la consistance à cette communauté ludique. Et parce que cette communauté ludique existe, elle me permet d'avoir une forme de résonance sociale au sein du groupe dans lequel j'exerce mon activité sportive. C'est un engagement avec une coloration entre guillemets plutôt sociale. Un espace aménagé, alors nous on a fait une étude prolongée sur les parcours aventure en hauteur. Là le défi est réaménagé physiquement et symboliquement par chacun et par chaque groupe pour jouer à se faire peur. C'est-à-dire il y a un espace aménagé, pendant 10 minutes on vous présente rapidement les conditions de sécurité à respecter et ensuite chacun s'engage suivant la manière avec laquelle il veut se faire peur. Il peut se faire peur seul, il peut se faire peur en compagnie d'un autre, il peut se faire peur en rentrant en concurrence également avec les autres. Nous, on a vu, pour l'anecdote, des gamins qui se démouscotonnaient complètement dans des situations pour aller jusqu'aux limites du type de relation qu'ils pouvaient avoir avec le risque. Et enfin, des événements organisés. Là, on vient de finir, il n'y a pas longtemps, une enquête sur les ultra-trails, l'événement organisé qui aujourd'hui attire de plus en plus de pratiquants. Et là, on voit que l'aventure, parce que c'est une véritable aventure, puisqu'on s'abandonne avec le risque potentiel d'abandonner. Donc l'aventure se réalise dans 3 grands registres de mesures. Il y en a qui partent pour se mesurer à un système de contraintes. Ils ont un serre-fil derrière et leur objectif, c'est de terminer. Il y en a qui partent pour se mesurer à eux-mêmes et se confronter à leurs propres possibilités. Et puis il y en a d'autres qui s'engagent pour se mesurer aux autres. Alors là, je parle de compétiteurs amateurs, je ne parle pas de compétiteurs professionnels, parce que bien évidemment, les compétiteurs professionnels, s'ils s'engagent, c'est se mesurer aux autres. Là, je parle d'amateurs. Et d'ailleurs, ils se mesurent aux autres suivant des formes de catégorisation qui leur sont propres. Ça peut être l'âge, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être éventuellement, au bout de 10-15 heures, se retrouver en compagnie d'un petit groupe et se dire au bout d'un moment, tiens, parmi ces 10 bonhommes qui apparemment ont le même niveau physique que moi, je vais essayer de finir devant tout le monde. Vous voyez, il y a des constructions de relations
avec les autres qui sont relativement intéressantes. J'attire votre attention là-dessus parce que j'insisterai, parce qu'il me semble fondamentalement que l'éducation physique devrait tenir compte de cet aspect, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui s'engagent dans des formes de pratiques sportives où on ne leur impose pas un type d'engagement, mais où on leur offre la possibilité de choisir le type d'engagement qu'ils leur semblent les plus appétissants. Se mesurer à un système de contraintes, se mesurer à ses propres possibilités ou bien se mesurer aux autres. Ça va, je ne vais pas trop vite et en cas si je vais trop vite, vous en prenez un Olivier. On a un espace là qui attire de plus en plus de gens et puis il y a Eichberg qui a défini ces formes de pratiques comme des pratiques hybrides. Les pratiques hybrides, ce n'est pas associer entre elles des pratiques, ce n'est pas combiner des pratiques, c'est, j'insiste, proposer une forme de pratique dans laquelle l'individu sportif a la possibilité de s'engager suivant des cheminements qui lui sont propres et de vivre une véritable aventure. L'engagement par le spectacle sportif, bon, je vous rappelle aussi que vous avez une responsabilité en cette matière, c'est-à-dire qu'on s'engage également par le spectacle sportif parce qu'on observe, la Coupe du Monde a d'ailleurs été un moment privilégié de cette forme d'engagement. Alors, on s'engage suivant ces spectacles sportifs en fonction de la nature de la forme sportive à laquelle on adhère. Pour les pratiquants du stade, bien évidemment, quand ils voient un spectacle sportif, les pratiquants trouvent à la fois des nouvelles propositions tactiques et techniques, il y a une sorte de régénérescence culturelle, et puis en même temps, ils sont attentifs à certains parcours, c'est-à-dire que pour eux, le parcours de certains leur permet éventuellement, s'identifiant à eux, d'envisager le parcours qui pourrait être le leur. Je crois qu'on abandonne trop souvent, les enseignants d'éducation physique, cette relation qui existe entre le spectacle sportif et les élèves et qui façonne et qui alimente une forme singulière d'engagement. Et enfin, il y a les pratiquants, par exemple, hors club. Alors là, ce qu'ils regardent dans ces formes de pratique, c'est des fragments d'événements, des exploits. Là, c'est aussi une forme de régénérescence culturelle. Ce n'est pas une régénérescence culturelle par une forme de rationalité sportive, mais c'est une régénérescence naturelle à partir des émotions sportives qu'ils perçoivent, et entre autres des exploits qui sont réalisés. Et puis évidemment, bien, comme toujours, ils sont attentifs aux joueurs, et parfois, plus qu'un processus de parcours à construire à l'image du joueur, ils s'identifient totalement au joueur. Il suffit de se promener à Marseille pour se rendre compte par les tenues de certains gamins que ce n'est pas le parcours d'un joueur qui les intéresse, mais c'est le fait de leur ressembler totalement qui donne consistance à leur propre existence. Donc là aussi, je crois qu'il faut être vigilant sur la relation qu'on a avec les formes de compétition sportive, sur ces événements sportifs. Et si j'attire votre attention, c'est parce qu'on va organiser en 2024 les Jeux Olympiques et qu'il va y avoir un spectacle sportif et qu'on ne peut pas passer à côté de ce spectacle sportif. Je crois que ce spectacle sportif, il faut se l'approprier avec les élèves parce qu'il est lui-même un vecteur à partir duquel le gamin va trouver des sources pour pouvoir s'engager. Voilà quelques perspectives, des régénérescences et des processus d'identification à moyen et à long terme ou dans un moment, même si ça peut paraître relativement éphémère. Bon, là j'ai donné une bibliographie, vous la regarderez puisque de toute façon je pense que nous trois nous donnerons des PowerPoint à Stéphane. Alors autre aspect, l'engagement sportif des jeunes est une dynamique vertueuse, mais elle est fragile. Alors cette dynamique vertueuse, on la constate principalement à partir de travaux. Là aussi j'ai mis les travaux pour éventuellement, si vous voulez, aller les voir. Alors souvent on nous dit à Olivier ou à Nicolas, ouais, vous mettez des travaux en anglais. Bon, d'abord sachez qu'on est obligé de publier en anglais, on aimerait bien publier en français. Puis sachez aujourd'hui qu'avec Google Traducteur, vous prenez l'article en 3 minutes, vous l'avez en français. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est ce qu'on fait avec les articles anglais qu'on est obligé de lire quand on fait une revue de questions. Hein, donc, moi, ça m'énerve d'entendre, alors que les conditions aujourd'hui numériques sont remplies, des individus qui viennent me voir en me disant « Bon, est-ce que tu pourrais pas me le traduire ?» Oh, soyons prudents là-dessus. Je pense qu'il y a des outils qui permettent rapidement d'y accéder. Donc, vous avez des travaux intéressants. Qu'est-ce que nous montrent ces travaux? D'abord, ils nous montrent que l'activité sportive est prédictive, l'activité sportive du jeune est prédictive de l'engagement sportif adulte. Plus je pratique en tant que jeune, plus j'ai des chances de pratiquer en tant qu'adulte. Sacrée responsabilité, les enseignants d'éducation physique. Et en même temps, on constate que quand je pratique adulte et que je deviens parent, j'ai une influence indirecte sur mes enfants, puisque les enfants de parents sportifs ont plus de chances de faire du sport que des enfants qui appartiennent à une famille qui ne l'est pas. Donc il y a véritablement une interaction, que j'appelle une interaction vertueuse, qui, de mon point de vue aujourd'hui, est vraiment l'enjeu de l'éducation physique.
elle est là. Elle est fondamentale, elle est là. Et il faut l'entretenir. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de pratiques sportives? Bon, à l'échelle de la France, il y a un dernier rapport qui est sorti, là, qu'on appelle le rapport Esteban. Et qu'est-ce qu'il montre? Ben, il montre que le niveau global d'activité physique des enfants âgés de 6 à 10 ans a diminué ces 10 dernières années. Cette baisse du niveau d'activité physique semble liée à une diminution dans la pratique sportive. Donc on a une population jeune qui, manifestement, est une population qui se sédentarise de plus en plus et qui est de moins en moins sportive. Le niveau d'activité physique des enfants de 11 à 14 ans, ceux que vous avez globalement dans les collèges, n'a pas connu d'évolution significative entre 2006 et 2015. Il restait majoritairement inactif. Et le niveau d'activité physique des adolescents de 15-17 ans, bon, il a une tendance à augmenter entre 2006 et 2015, mais il reste toutefois faible, puisque près d'un adolescent sur 2 et 7 adolescents sur 10 sont physiquement inactifs. Donc on fait quand même un constat à partir d'études nationales qui nous prouvent que là aussi il y a un véritable enjeu. Les gamins, quel que soit leur âge, sont de moins en moins sportifs. Alors, à l'échelle des clubs, bon, on a cette fameuse courbe qui nous montre manifestement, et là on parle des licenciés, qu'il y a un décrochage à partir de 12 ans. Là aussi, la population sportive des clubs diminue. Et puis nous, on a eu la curiosité de faire une enquête locale au niveau de notre département, les Bouches-du-Rhône, qui aujourd'hui est un département qui a une sacrée réputation, puisque les maisons tombent seules. Vous voyez, mais il n'y a pas que les maisons qui tombent seules dans les Bouches-du-Rhône, il y a aussi les élèves qui sont de moins en moins sportifs. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde en haut les chiffres, on a fait un relevé en 2001, en 2008 et en 2015, alors on voit qu'on passe de 79 à 72 à 65. Alors c'est facile à retenir, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on perd 7% de pratiquants. Mais si on va un peu plus dans les détails, et si on regarde les différences entre les garçons et les filles, et les origines sociales, alors, je ne vous fais pas quand même l'affront de traduire, là. Ça va. Vous voyez surtout, un gros problème, c'est que les gamines des milieux socio-culturels défavorisés, bientôt, elles n'atteindront pas un plafond de verre, elles vont tomber au-delà d'un plancher de verre. C'est-à-dire elles risquent de tomber en dessous des 50%. On risque d'avoir dans notre département des gamines des milieux socio-culturels défavorisés, au-delà du fait que ça baisse, et que tout le monde est touché par la baisse, mais on risque d'avoir des gamines qui vont descendre en dessous du seuil de 50% de gamines qui ont une activité sportive. Moi, je vous donne que des résultats sur les activités sportives. Voilà, donc manifestement, il y a un processus de désportivisation qui, me semble-t-il, doit attirer notre attention. Alors, comme il y a un processus de désportivisation, on s'est engagé avec Colin Gatouya sur essayer de comprendre pourquoi ils abandonnent, quoi. Pourquoi à un moment donné ils arrêtent de pratiquer. Parce qu'il nous semble que comprendre pourquoi ils arrêtent, c'est le meilleur moyen peut-être éventuellement de pouvoir envisager comment agir pour éviter que ça se perpétue et puis éventuellement aller d'une désportivisation, d'un décrochage sportif à un raccrochage, à une resportivisation. Alors là, juste pour vous informer, il y a 3 modèles. Il y a d'abord un modèle écologique. Il y a un modèle qui est un modèle qu'on appelle contrainte loisir. Et puis il y a le modèle qu'on développe, qui est une approche sociologique, qui est la moins répandue. Et c'est d'ailleurs parce que c'était la moins répandue qu'elle nous a mis en appétit et qu'on s'est lancé avec Colin dans cette aventure. Donc pour la première, c'est très simple, ils identifient des barrières et des facilitateurs de la pratique physique et sportive. C'est des barrières intrapersonnelles, sociales, environnementales. Tu as relevé une barrière de type, par exemple, intrapersonnelle, sociale et environnementale à partir du cas particulier des populations obèses. Bon, c'est assez froid, quoi, parce que là, la place du pratiquant et les raisons pour lesquelles il s'engage, on ne sait pas trop. Une approche sur les contraintes au loisir. Alors là, de manière un peu plus subtile, ils se rapprochent du pratiquant et ils essayent de comprendre quelles sont les contraintes qui affectent la relation entre préférence et participation sportive. Mais ils reviennent sur un modèle qui est un modèle assez conventionnel, en intégrant des variables intrapersonnelles, interpersonnelles et des effets de structure. Nous, on a une approche sociologique. C'est-à-dire, on essaye de comprendre quelles sont les conditions sociales de l'abandon. Le gamin a un environnement qui lui permet de construire son processus de socialisation. Cet environnement est construit d'un ensemble de domaines sociaux. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est l'influence de ces domaines sociaux quant à leur contribution, ce qui n'est pas un moment, quant à leur influence sur la mécanique de désportivisation.